Salut Reddit. Ma propre mère m'a dit qu'elle regrettait que je sois née. Alors j'ai exaucé son vœu. Je suis devenu un véritable fantôme pour toute la famille. La suite? Un chaos total. Accrochez-vous, parce que c'est une sacrée histoire. Je m'appelle Julien, 32 ans, et j'ai passé ma vie entière à être le fils de rechange. Vous voyez le genre, celui qui n'existe que pour faire briller l'enfant roi par comparaison. Mon frère cadet Théo, 28 ans, est la star de la famille depuis son premier souffle. Ce gosse aurait pu mettre le feu à la maison que maman aurait loué son esprit d'initiative. En grandissant, le favoritisme n'était même pas subtil, c'était tellement évident que même les amis de la famille le remarquaient et faisaient des blagues gênantes à ce sujet. Théo a eu la grande chambre avec la baie vitrée donnant sur le jardin, celle avec le dressing et la salle de bain attenante. Moi, j'ai eu le débarras aménagé au sous-sol avec un soupirail qui fuyait à chaque averse et une salle de bain que je devais partager avec la buanderie. La moquette de ma chambre sentait le moisi, peu importe combien de fois on la nettoyait, et en hiver, on pouvait voir de la buée en respirant parce que le chauffage n'arrivait pas jusque-là. Théo a eu une voiture pour ses 18 ans, une Peugeot 205 GTI de collection que papa avait passé 3 mois à restaurer dans le garage. Je me souviens les avoir regardés travailler dessus le week-end, papa apprenant à Théo la mécanique, tous les deux couverts de graisse et riant. Si je demandais à aider, papa me disait d'aller faire mes devoirs ou de tondre la pelouse. Cette voiture est devenue la fierté de papa et Théo ne l'a même pas appréciée, il l'a accidentée 2 fois la première année et papa l'a juste réparée sans même hausser le ton. Moi, pour mes 18 ans, j'ai eu droit à une conférence sur la responsabilité et les horaires de bus. Papa m'a assis et m'a expliqué qu'avoir une voiture était un privilège, pas un droit, et que je devais d'abord faire preuve de responsabilité financière. J'ai donc trouvé un job au supermarché du coin, économisé pendant 8 mois et acheté une Renault Clio de 1998 avec 220 000 km au compteur pour 2 500 €. Le truc roulait à peine, avait besoin de réparations constantes, mais c'était la mienne. Papa n'a jamais proposé de m'aider à la réparer ni de m'apprendre l'entretien, j'ai tout appris avec des tutos YouTube dans l'allée pendant que lui et Théo regardaient le foot à l'intérieur. Quand Théo a obtenu son bac de justesse avec une moyenne de 10,5, mes parents lui ont organisé une fête de fin d'études avec traiteur et DJ. Pas n'importe quelle fête, ils ont loué une salle des fêtes, invité 150 personnes, passé un diaporama du parcours scolaire de Théo qui faisait passer un élève médiocre pour un érudit, et le gâteau seul a coûté 400 €. Ils ont engagé un photographe pour capturer chaque instant, Théo portait un costume sur mesure que maman avait fait retoucher pour l'occasion, et papa a fait un long discours émouvant sur sa fierté de voir son fils surmonter les obstacles et réaliser ses rêves, les obstacles étant les cours de base du lycée et les rêves étant d'avoir son bac après avoir redoublé sa première. Quand j'ai eu mon bac 2 ans plus tôt avec une mention très bien et une admission dans 3 grandes écoles, j'ai reçu une carte avec 50 € et un bon travail pendant qu'ils étaient occupés à planifier l'installation de Théo dans son futur appartement étudiant. Pas de fête, pas de photographe, pas de discours. On est allé dîner dans une chaîne de restaurants bas de gamme où Théo s'est plaint du menu tout le temps et où maman a passé le repas à lui demander quelle couleur de drap il voulait pour son studio. Je me souviens être assis là, regardant mes parents planifier l'avenir de mon frère tandis que le mien n'était qu'une interruption gênante de leur véritable priorité. Le lendemain, j'ai demandé à maman pourquoi Théo avait eu une grosse fête et pas moi, elle a dit que Théo avait besoin d'encouragement supplémentaire parce que l'école était plus dure pour lui, et que j'étais assez motivée par moi-même pour ne pas avoir besoin de validation extérieure. Motivée par moi-même, c'est comme ça qu'on appelle un gosse qui a compris très tôt que personne ne célébrerait ses réussites, alors il valait mieux qu'il trouve sa motivation ailleurs. Les études supérieures ont été le même cauchemar, mais avec des enjeux plus élevés. Théo est allé dans une école de commerce privée, a fait la fête pendant 6 ans, a changé d'orientation 4 fois et a fini par obtenir un diplôme en communication qu'il n'a jamais utilisé. Il a commencé en médecine parce que papa voulait un médecin dans la famille, a basculé en commerce après avoir échoué, puis en psycho parce qu'une fille qu'il aimait était dans ce programme, puis en marketing parce que ça avait l'air facile, et a finalement atterri en communication parce que son conseiller lui a dit que c'était le seul diplôme qu'il pouvait réellement finir. Mes parents ont payé chaque centime, frais de scolarité exorbitants, loyer en centre-ville, nourriture, argent de poche, séjour au ski, soirées étudiantes, tout le tralala,
lâchant probablement près de 150 000 € pour son adolescence prolongée. Je me souviens de maman justifiant cela en disant que Théo devait se concentrer sur ses études sans le stress du travail, peu importe qu'il passait plus de temps en soirée qu'en cours. Moi, j'ai fait un IUT tout en travaillant à temps plein dans un entrepôt, j'ai enchaîné pour finir mon master en cours du soir, et j'ai obtenu mon diplôme avec 30 000 € de prêt étudiant que je rembourse encore. La contribution de mes parents a été exactement de 0 €, accompagnée de nombreux commentaires sur le fait que j'aurais dû faire plus d'efforts pour obtenir des bourses comme Théo l'avait soi-disant fait. Théo n'a pas eu de bourse, il a eu un chèque en blanc de papa et maman et a quand même mis 6 ans pour obtenir un diplôme qui en demande 3 ou 4. Je travaillais de nuit à l'entrepôt de 23h à 7h, puis j'allais directement en cours. Je m'asseyais au fond des amphis en luttant pour rester éveillé, buvant du café de station-service et mangeant des trucs de distributeurs automatiques parce que je n'avais pas le temps pour de vrais repas. Les autres étudiants se plaignaient d'être fatigués d'avoir joué aux jeux vidéo ou fait la fête tard, moi j'étais fatigué d'avoir chargé des camions pendant 8 heures avant de venir en cours. Il y avait des semaines où je travaillais 45 heures, assistais à 15 heures de cours et trouvais quand même le temps d'étudier. Je voyais les publications Facebook de Théo en soirée, en voyage avec des amis, pendant que je calculais si je pouvais me permettre à la fois les manuels scolaires et les courses cette semaine-là, et souvent je ne pouvais pas, alors je partageais les livres avec des camarades. Mes parents savaient tout cela, ils me voyaient épuisé au repas de famille, m'endormant sur leur canapé parce que je n'avais pas dormi dans mon propre lit depuis 3 jours, mais jamais ils n'ont proposé d'aider pour les frais ou de réduire mes heures en couvrant certaines dépenses. Par contre, dès que Théo mentionnait vouloir rejoindre une association étudiante, il débloquait 800 € dans la semaine. Après mes études, j'ai trouvé un emploi dans la gestion de la chaîne logistique, j'ai commencé au bas de l'échelle, travaillé des heures pas possibles, géré des clients en colère, et j'ai lentement gravi les échelons sur 8 ans pour devenir coordinateur logistique senior. Rien de glamour, mais je gagne bien ma vie maintenant, environ 60 000 € par an plus les primes, je suis propriétaire d'une petite maison dans un quartier sympa, j'ai une voiture fiable et je paie mes factures à temps. Théo, lui, est retourné vivre à la maison après son diplôme, a passé 2 ans à se chercher, a travaillé dans une série de petits boulots qu'il quittait après quelques mois, et fait actuellement du graphisme en freelance. Par freelance, je veux dire qu'il fait des logos pour les startups ratées de ses amis et n'a jamais gagné plus de 15 000 € par an. Il a 28 ans et vit toujours dans le sous-sol aménagé de mes parents sans payer de loyer. Le pire, c'est la façon dont mes parents parlent de nous. Théo est artistique et créatif et cherche sa voie, alors que moi je suis trop concentré sur l'argent et je rate l'essentiel. Le chômage de Théo, c'est suivre sa passion, ma carrière stable, c'est se contenter de la médiocrité d'entreprise. Chaque réunion de famille est la même performance épuisante. Maman interroge Théo sur son dernier projet comme s'il était Michel-Ange peignant la chapelle Sixtine, il parle pendant 30 minutes d'un logo qui lui a rapporté 200 balles, et elle hoche la tête en posant des questions détaillées sur son processus créatif. Papa renchérit avec des observations sur le sens des affaires de Théo, et il discute de son portfolio comme s'il s'agissait d'une exposition au musée. Tout le monde est assis là à prétendre que dessiner un logo pour la start-up foireuse de son pote équivaut à gérer une vraie entreprise. Puis maman se tourne vers moi et demande si je fais toujours ce truc à l'entrepôt, pas comment va le travail ou quel projet gères-tu, juste ce truc à l'entrepôt, dit avec un ton qui suggère que je fais quelque chose de vaguement embarrassant. Je gère la logistique pour une entreprise manufacturière régionale, nous couvrons 17 départements, je coordonne plus de 40 fournisseurs et je suis responsable des systèmes d'inventaire qui suivent des millions d'euros de produits. Je gère des expéditions qui valent plus que la maison de mes parents, mais bien sûr, c'est juste ce truc à l'entrepôt. J'ai essayé d'expliquer mon travail une fois à Noël, j'ai pu dire 3 phrases avant que Théo ne m'interrompe avec une histoire sur un influenceur Instagram qui voulait un logo, et l'attention de tout le monde s'est immédiatement portée sur lui. La petite amie de Théo, Chloé, est faite du même moule que lui. C'est une influenceuse lifestyle avec 3000 abonnés sur Instagram, dont la plupart sont certainement des bots. Elle poste des photos de bols de fruits et de poses de yoga tout en vivant de l'argent de poche que Théo reçoit de nos parents, une allocation que je viens de découvrir s'élever à 800 € par mois. Théo reçoit essentiellement un salaire gratuit pour exister pendant que je travaillais de nuit pour payer mes études.
Chloé m'a dit un jour qu'elle bâtissait un empire et m'a demandé si je voulais investir dans sa marque personnelle. Elle avait besoin de 5 000 € pour une séance photo. J'ai refusé. Ma fiancée Sophie est professeure au collège, elle se tue au travail pour un salaire modeste, dépense son propre argent pour ses élèves et se soucie vraiment d'eux. Elle est intelligente, gentille et bien trop bien pour moi. Mais selon ma famille, le style de vie Instagram de Chloé est plus impressionnant que la carrière de Sophie. Maman demande constamment quand je vais trouver quelqu'un avec de l'ambition comme Chloé. L'ironie serait hilarante si ce n'était pas si rageant. Le point de rupture est arrivé il y a 3 mois. Théo a annoncé qu'il allait demander Chloé en mariage et mes parents ont immédiatement commencé à planifier une fête de fiançailles. Pas une petite réunion, une grosse production avec 80 invités, traiteurs, open bar, tout le tralala. Papa m'a appelé pour me demander de contribuer au budget de la fête. Il prévoyait de dépenser environ 8 000 € et voulait que je mette 2 000 € puisque je réussissais si bien financièrement. Pendant ce temps, Théo ne contribuait à rien car il économisait pour la bague avec l'argent que nos parents lui donnaient. J'ai ri au téléphone, j'ai dit à papa que je ne financerais pas la fête de Théo alors qu'il ne payait même pas sa propre bague. Papa est resté silencieux, puis a dit la famille aide la famille et que j'étais égoïste. Égoïste, venant de gens qui ont payé 0 € pour mon éducation tout en finançant les 6 années de vacances universitaires de Théo. J'ai dit à papa que j'y réfléchirais et j'ai raccroché. Je n'y ai pas réfléchi une seconde. 2 semaines plus tard, maman a appelé, furieuse que je n'ai pas envoyé l'argent. Ils avaient fait leur budget en comptant sur ma contribution et maintenant ils étaient à court, ayant déjà versé des acomptes. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais accepté. Elle a dit qu'elle supposait que je ferais ce qui est juste en tant que frère. Ce qui est juste aurait été de traiter vos 2 enfants de manière égale, ai-je répondu. Maman est devenue défensive, insistant sur le fait qu'il nous avait toujours traités pareil, mais que Théo avait besoin de plus de soutien à cause de sa nature créative, tandis que j'étais indépendant. J'ai cité des faits précis, la voiture de collection contre mon ticket de bus, ses études payées contre mes dettes, son loyer gratuit contre mes loyers payés dès 19 ans. Elle avait des excuses pour tout, la voiture était pour le développement social de Théo, mes prêts étaient pour apprendre la responsabilité financière. Finalement, elle a lâché sa carte maîtresse, tu as toujours été jaloux de ton frère. C'est là que j'ai su qu'on avait franchi un point de non-retour. Je n'étais pas jaloux de Théo, j'avais pitié de lui. Il a 28 ans, vit chez ses parents, gagne une misère et n'est pas prêt pour la vraie vie. Maman est devenue glaciale, au moins Théo sait être reconnaissant. Toi tu es toujours difficile. Peut-être que si tu étais plus comme lui, on aurait envie de t'aider davantage. Cette phrase a révélé ce qu'elle pensait depuis toujours, ils ont choisi de ne pas m'aider parce que je n'étais pas Théo. Oublie l'argent de la fête, a-t-elle dit, on se débrouillera sans toi. On n'a besoin de rien venant de toi. Quelque chose s'est brisé en moi. Bien, ai-je dit, parce qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus rien de moi. Considérez cette relation comme terminée. Elle a ri. Tu vas arrêter de nous parler parce qu'on t'a demandé d'aider pour la fête de ton frère ? C'est ridicule. J'ai répondu, non, je vais arrêter de vous parler parce que vous avez clairement fait comprendre pendant 32 ans que je suis la roue de secours. J'en ai fini avec ce rôle. Elle a rétorqué, si c'est ce que tu ressens, peut-être que je préférerais que tu ne sois jamais né. Ça nous aurait épargné bien des soucis. Voilà, elle l'avait dit. D'accord, ai-je dit calmement. Considère ton vœu exaucé. À partir de maintenant, agis comme si je n'étais jamais né. Ne m'appelle pas, ne m'envoie pas de SMS, ne viens pas chez moi. Je n'existe plus pour toi. J'ai raccroché, bloqué son numéro, puis celui de papa, puis celui de Théo. J'ai bloqué toute la famille sur les réseaux sociaux. C'était thérapeutique. Quand Sophie est rentrée et m'a vue, je lui ai tout raconté. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, je suis fière de toi. Pas de doute, pas de « tu devrais reconsidérer ». Juste un soutien total. La première semaine a été calme. Puis la fête de Théo a eu lieu. Le dimanche matin à 8 h, ma tante Valérie a sonné à ma porte. C'est la seule raisonnable de la famille. Elle m'a dit que la fête avait été un désastre,
pas à cause de mon absence, mais parce que sans mes 2 000 €, ils avaient dû tout revoir à la baisse, barbecue dans le jardin au lieu de la salle chic, glacière au lieu de l'open bar. Chloé était furieuse et s'est disputée avec Théo devant tout le monde. Théo pense que j'ai saboté sa fête. Valérie m'a dit que maman était blessée et ne pensait pas ce qu'elle avait dit. Si, elle le pensait, ai-je répondu. Elle a souhaité que je ne sois jamais née, alors je réalise son souhait. J'ai dit à Valérie de dire à maman que je n'existais plus pour elle. 2 semaines plus tard, mon père a débarqué à mon travail, passant la sécurité pour arriver à mon bureau. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. J'ai refusé. Il a insisté, disant que je détruisais la famille pour quelques milliers d'euros. J'ai listé à nouveau toutes les injustices, la voiture, les études, le logement. Il avait une excuse pour tout. Finalement, je l'ai menacé d'appeler la sécurité. Il est parti en disant que je le regretterais. Le soir même, mon patron m'a convoqué, mon père lui avait dit que je faisais une crise de santé mentale et que je pourrais être instable. Ils essayaient de me faire passer pour fou. J'ai tout expliqué à mon patron et au RH pour interdire l'accès à ma famille. La semaine suivante, Théo est venu chez moi. Je ne lui ai pas ouvert. Il a hurlé à travers la porte que je gâchais ses fiançailles car la famille de Chloé pensait qu'ils étaient fauchés. Je lui ai dit de partir ou j'appelais la police. Le mois suivant, l'escalade a continué. Maman a commencé à harceler Sophie, suggérant qu'elle m'isolait. Maman est même venue à l'école où enseigne Sophie pour l'approcher sur le parking. Sophie a fait intervenir la sécurité et a déposé une main courante. 2 mois après, mon oncle Marc m'a contacté. Il m'a appris que mes parents racontaient à tout le monde que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais violent et que maman avait peur de moi. C'était de la diffamation pure et simple. Grâce au témoignage de Marc, j'ai fait envoyer une lettre d'avocat à mes parents, cesser la diffamation et tout contact, sous peine de poursuite. Ça les a calmés, mais les rumeurs ont continué. Le 3e mois, c'était la planification du mariage de Théo. Le père de Chloé, très traditionnel, a demandé pourquoi je n'étais pas témoin. Mes parents ont tenté l'histoire de la maladie mentale, mais le père de Chloé a fait ses recherches, vu mon profil professionnel impeccable et posé des questions. La vérité sur le favoritisme a fini par éclater. Le père de Chloé était furieux et a dit à Théo qu'il ne donnerait pas sa bénédiction tant que ses problèmes familiaux ne seraient pas résolus. Théo m'a appelé en panique, me suppliant de venir dîner pour prouver que je n'étais pas fou. J'ai refusé. Le mariage a été reporté indéfiniment. Chloé a posé un ultimatum, elle voulait un mariage basé sur des relations saines. Le 4e mois, silence radio. Puis oncle Marc m'a donné des nouvelles, Théo a déménagé, a trouvé un vrai travail dans l'informatique et vit avec Chloé dans un petit appartement. Ils suivent une thérapie de couple. Mes parents, eux, subissent les conséquences sociales, la famille s'éloigne, les amis du poker de papa l'évitent, et ils ont quitté leur église car le pasteur leur a suggéré de se remettre en question. Le 5e mois, j'ai reçu une lettre manuscrite de papa. 3 pages de justification se terminant par une fausse excuse, « Désolé que tu aies mal compris nos intentions ». J'ai classé la lettre sans répondre. 2 semaines plus tard, Théo m'a contacté sur LinkedIn. Son message était différent, plus mesuré. Il s'est excusé, admettant qu'il avait profité du favoritisme sans le voir. J'ai répondu simplement, « Bonne chance avec ça ». C'est tout ce que je pouvais offrir. La semaine dernière, tante Valérie m'a envoyé un dernier texto, « Maman voulait venir à mon mariage avec Sophie. Elle est très blessée de ne pas avoir été informée, disait-elle. » J'ai répondu, elle m'a dit qu'elle souhaitait que je ne sois jamais née. Je réalise ce vœu. Elle ne participe pas à une vie qu'elle souhaitait inexistante. Valérie n'a pas répondu. Alors me voilà, Reddit, en train de planifier un mariage sans les gens qui m'ont élevé, construisant une vie avec quelqu'un qui me voit comme une priorité et non une option de secours. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, ça aide vraiment la chaîne. Merci.